Ok. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, en fait, on va améliorer, c'est-à-dire ou bien approfondir nos connaissances par rapport aux méthodes ensemblistes. Voilà. Et plus spécifiquement, l'algorithme forêt aléatoire, random forest. De toute manière, si on regarde, c'est-à-dire l'actualité en machine learning, enfin, c'est-à-dire en apprentissage automatique, ce sont les méthodes qui donnent les meilleurs résultats. Donc, il faut quand même attacher un intérêt particulier à ces techniques. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, voilà, d'ouvrir le fichier contenant ce code, hein, le fichier Jupyter Notebook, qui s'appelle application. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un truc là. Bon, bref. Qui s'appelle en fait Random Forest Classifier Regressor. Et le fichier s'intitule Application de l'algorithme forêt aléatoire en classification et en régression. Bon, je vais commencer en fait à lire, d'accord? Puis, à chaque fois, on aura besoin des trucs, des choses théoriques. Je vais passer au premier support, notre cours classification en Random Forest, et à un autre cours qui s'intitule Évaluation, .pdf. Dites-moi si vous avez ces deux supports ou pas. Allez, on commence. Donc, bon, je vais zoomer un peu. Voilà. Les méthodes ensemblistes sont des algorithmes d'apprentissage automatique. Oui, on est en data mining moderne, donc on est en machine learning. Bon, moi, je fais partie d'une école enfin, qui considère que le data mining, il y a le data mining à l'ancienne, il y a le data mining moderne, et maintenant on vire plutôt vers le machine learning, l'apprentissage automatique. Voilà. Donc, moi, je ne considère pas le machine learning comme une partie du data mining, mais de toute manière, la frontière est floue entre les deux. Donc, les méthodes ensemblistes sont des algorithmes d'apprentissage automatique, c'est-à-dire qu'ils font partie du machine learning. Hein. Ce n'est pas du deep learning, c'est du machine learning, conçu pour les tâches de prédiction. Le but de ces algorithmes, ce n'est pas d'effectuer des fouilles de données, hein, c'est-à-dire comme par exemple en K-means, c'est-à-dire en segmentation, ou bien par rapport à l'algorithme a priori, où on cherche à trouver des informations déjà trouvées, c'est-à-dire déjà présentes. Les informations sont déjà présentes dans les données. Avec l'algorithme K-means, avec l'algorithme a priori, c'est-à-dire en apprentissage non supervisé, le but c'est de trouver des données présentes, des informations présentes dans les données. Alors qu'ici, on veut fabriquer des nouvelles informations. C'est-à-dire, on veut prédire. Voilà. Donc, il s'agit alors d'un apprentissage supervisé. Voilà, une petite révision. Si la variable cible, the target variable, est discrète, alors la tâche de prédiction est une classification. Discrète, c'est-à-dire bon client, mauvais client, 0 ou 1. Le voyageur a survécu la tragédie de Titanic. Le voyageur est décédé pendant la tragédie de Titanic, donc 0 ou 1. C'est une classification. Si la variable cible est continue, comme salaire, âge, par exemple, rémunération, prix d'une action, donc on effectue une régression. Si la variable cible est continue, alors la tâche de prédiction est une régression. Comme nous avons fait pendant notre cours théorique, nous avons divisé les méthodes ensemblistes en bagging, boosting, gradient boosting et stacking. Ces méthodes constituent un outil indispensable en sciences de données. Voilà. Et il faut absolument connaître ces méthodes. Et je vais vous dire pourquoi. Je vais vous donner les avantages de ces méthodes. Bon, je regarde. De toute manière, si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas à m'interrompre, soit par message ou bien vous pouvez parler avec moi, aucun souci. Allez, je reviens. Donc, quels sont les avantages de ces méthodes ensemblistes? 1. Ces méthodes permettent une modélisation automatique des relations non linéaires
et des interactions entre les différentes variables. C'est-à-dire, même si on n'est pas trop fort en statistiques descriptives, n'oubliez pas, n'oubliez pas que, voilà, je vous montre la méthodologie IBM Master Plan. Dans la méthodologie IBM Master Plan, il y a une grande étape, enfin une étape hyper importante qui s'appelle Data Understanding, compréhension des données. Cette étape se trouve entre collection des données et préparation des données. Pendant cette étape, nous avons vu, dans plusieurs reprises, qu'on utilise souvent des techniques issues de la statistique descriptive. Enfin, on va calculer des estimateurs faciles, valeurs moyennes, écart type, médiane, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ça nécessite quand même, cette étape nécessite quand même de bonnes connaissances en statistique descriptive. Heureusement, hein, pour nous, les relations, ces méthodes, c'est-à-dire les méthodes d'ensemblistes, permettent de faire la modélisation des relations non linéaires des interactions entre les variables, même si on n'est pas bon en statistique descriptive. Car parfois, quand on analyse les données, il y a des relations très compliquées entre c'est-à-dire entre les variables, entre les colonnes. Techniquement, si toi, tu es bon en statistique descriptive, tu peux trouver ou bien découvrir ces relations pendant l'étape préparation des données. Et là, je vous conseille de revenir aux playlists des vidéos qui parlent de churn problem. Revenez en fait aux 2 premières vidéos où je fais une analyse descriptive. J'ai découvert pendant cette analyse descriptive que la variable âge est une variable importante. Puis, nous avons montré après avec l'algorithme Fourier aléatoire que la variable âge est une variable importante. Voilà. Continue. Donc, ces méthodes ensemblistes permettent une modélisation automatique des relations non linéaires et interactions entre les variables. Généralement, la collinéarité, c'est-à-dire le fait que 2 variables soient corrélées, quand 2 variables sont corrélées, c'est mauvais pour les méthodes basées sur des maths. C'est-à-dire comme la régression linéaire, la régression multilinéaire. On essaie toujours de supprimer les variables corrélées. C'est-à-dire quand toi, tu as 2 variables corrélées, qu'est-ce que tu fais? Tu supprimes une et tu gardes une. Par contre, avec les méthodes ensemblistes, ces méthodes ne sont pas vraiment très affectées par le fait d'avoir des variables corrélées. Sinon, ce sont des méthodes faciles à régler. Nous avons fait ça pendant la séance passée et on va répéter ça aujourd'hui. C'est-à-dire, il suffit de travailler, de faire du grid search, recherche sur grille, ou bien d'écrire des boucles for, et de faire le tuning, le réglage des hyperparamètres. Donc, c'est facile. Ce sont des algorithmes relativement faciles à comprendre et à maîtriser. C'est-à-dire, même si toi, tu es ingénieur informaticien, et tu n'as pas vraiment de très bonnes bases en mathématiques, enfin des mathématiques poussées, c'est-à-dire en optimisation non linéaire, et en algèbre, tu peux quand même comprendre ces techniques. C'est pas comme par exemple la régression linéaire, multilinéaire, régression polynomiale non linéaire, où il faut vraiment avoir des connaissances en maths. Voilà. Ce sont des algorithmes ou bien des méthodes assez flexibles pour gérer les tâches de régression de classification. C'est-à-dire, avec un algorithme Fourier aléatoire, on peut faire une classification et on peut faire aussi une régression. Voilà, c'est assez flexible. Ces algorithmes sont utiles pendant l'étape de l'analyse exploratoire des données, puisqu'ils permettent de déterminer les variables importantes. Nous avons fait ça la dernière séance. Rappelez-vous, l'algorithme Random Forest permet de trier les variables selon leur importance. Et ça, c'est hyper important. Pourquoi? Regardez la méthodologie IBM Master Plan. Quand toi, tu es dans la modélisation et tu utilises un algorithme ensembliste, Random Forest, XGBoost, CatBoost, LightGBM, AdaBoost, et tu vas trier les variables les plus pertinentes. Feature importances, rappelez-vous, feature importance. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut revenir en arrière
C'est-à-dire on peut revenir en arrière à la partie préparation des données et on peut supprimer les variables qui ne sont pas importantes. Voilà. Donc, ces algorithmes sont utiles, dans l'étape, c'est-à-dire sont utiles dans l'analyse exploratoire des données. Je continue. Ces algorithmes aussi sont flexibles avec des données de grande dimension. Quand on dit des algorithmes de grande dimension, je ne parle pas de n, je ne parle pas en fait de nombre de lignes. Je parle plutôt du nombre de colonnes. N'oubliez pas, un fichier plat venant à partir d'un process BI contient des lignes et des colonnes. Les lignes, ce sont les observations statistiques. Les lignes représentent les observations statistiques. Les lignes représentent par exemple les clients, représentent par exemple, je ne sais pas moi, les dates, représentent par exemple les comptes Twitter. Là, je parle, donc plus le nombre de lignes augmente, mieux c'est. Plus le nombre de lignes augmente, plus le nombre de clients augmente, c'est bien, car on va réduire l'erreur. Par contre, quand je dis grande dimension, je parle de M, c'est-à-dire le nombre de colonnes. Nombre de colonnes, nombre de features, nombre de variables. Donc, nous avons vu, par exemple, avec l'algorithme K-means, l'algorithme K-means ou bien l'algorithme KNN trouve beaucoup de difficultés quand le nombre de colonnes augmente. C'est-à-dire quand le nombre de colonnes passe à 100, 200, 300, 50, 1000, 400 000. Par contre, ces algorithmes ensemblistes, malgré la grande dimensionnalité, peuvent fonctionner quand même. Bon, moi je vous conseille quand même d'appliquer une analyse par composante principale, appliquer une analyse par composante principale pour réduire la dimensionnalité. Mais même si toi, tu ne sais pas appliquer la CP, ou bien si la CP ne donne pas de bons résultats, tu peux quand même appliquer ces algorithmes, ces méthodes ensemblistes. Ces méthodes aussi intègrent des techniques de vérification par rapport à la précision du modèle. Et la dernière raison est vraiment hyper importante. En effet, quand on regarde le site de compétition Kaggle, c'est un site de référence, de compétition, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque en fait que pendant les dernières années, les équipes qui gagnent dans les compétitions d'analyse des données utilisent soit Random Forest, soit XGBoost, soit CatBoost. Donc, on peut pas nier, c'est-à-dire ce fait. Il y a des gens, il y a des data scientists qui participent à des compétitions vraiment de dernière génération, enfin vraiment où il y a des données vraiment très complexes et ils gagnent de l'argent, ils gagnent des compétitions en utilisant ces méthodes ensemblistes. On ne peut pas dire après, non, ces méthodes ensemblistes ne marchent pas. Non. En fait, ce sont des méthodes très poussées. À cet égard, il faut quand même, c'est-à-dire, si un truc reste, c'est-à-dire par rapport à ce module, il faut apprendre l'utilisation, il faut maîtriser l'utilisation des méthodes ensemblistes, s'il vous plaît. Random Forest, XGBoost, CatBoost. Il y a aussi AdaBoost, mais AdaBoost, on ne l'utilise pas beaucoup dans Kaggle. Il y a AdaBoost, il y a aussi LightGBM. J'ai oublié LightGBM. J'ajoute LightGBM. Ok, très bien. Allez, on passe maintenant aux inconvénients. Quels sont les inconvénients de ces méthodes? Enfin, là, je suis en train de vous vendre des algorithmes. Vous allez me dire, mais ça sert à quoi d'étudier les autres algorithmes? Non, quand même, ces algorithmes possèdent des inconvénients. Allez, on va commencer par le premier inconvénient. En fait, il y a beaucoup de problèmes par rapport à l'interprétation du résultat. Oui, un algorithme Random Forest donne des meilleurs résultats par rapport à l'algorithme, par exemple, arbre de décision, ou bien par rapport à l'algorithme régression linéaire. Mais on ne sait pas pourquoi.
On ne sait pas pourquoi. Et là, je veux vous montrer. Voilà. En fait, c'est un algorithme, pour l'instant, hein, c'est une boîte noire. C'est-à-dire, toi, tu vas entrer des données, des inputs hein, à gauche, tu vas sortir du résultat et tu ne sais pas pourquoi l'algorithme il a fait cette décision. D'ailleurs, ce n'est pas que le random forest. Hein. XGBoost, CatBoost, il a GBM aussi. On parle ainsi, on parle d'absence d'interprétabilité ou bien d'explicabilité. Il y a une absence d'explicabilité. Parfois, on a besoin de comprendre pourquoi l'algorithme il a trouvé ce résultat. Il s'agit en fait d'un sujet chaud en ce moment. C'est un sujet de recherche académique et en entreprise, c'est-à-dire dans les laboratoires de recherche et en entreprise. Mais il existe quand même, c'est-à-dire je suis en train de suivre vraiment les derniers progrès, c'est-à-dire en matière d'explicabilité des algorithmes de machine learning, et il existe en fait un peu de lumière. Dernièrement, il y a des équipes de recherche qui viennent de sortir des résultats qui permettent vraiment de trouver une solution par rapport à l'explicabilité. Et on va finalement avoir des algorithmes très puissants et vraiment des algorithmes explicables, interprétables. Vous allez trouver tout ça dans le cours évaluation. Hein. Bon, rapidement, je vais vous montrer quelques solutions, puis en fait, je vais revenir. Hein. Voilà, c'est-à-dire avec ces 8 bibliothèques d'intelligence artificielle, hein, Lime, DeepLift, Scatter, ChipLy, AIX 360, Rolex, Google OpenAI et WhatIfTool, ce sont des techniques et des modules Python permettant d'expliquer. C'est vraiment nouveau, hein, c'est-à-dire, et même il y a des gens qui viennent de définir un nouveau paradigme. Donc, un nouveau paradigme où on peut appliquer un modèle statistique pour faire une prédiction et en même temps appliquer un modèle d'explicabilité pour chercher l'explication du modèle statistique. Je reviendrai sur ça dans quelques minutes. Allez, je reviens. Donc, ces algorithmes sont toujours considérés comme des boîtes noires, sauf peut-être hein, si on va appliquer ces techniques d'explicabilité, peut-être ces boîtes noires vont devenir des boîtes blanches. Des boîtes transparentes, pardon, des boîtes transparentes. À guise de comparaison, un arbre de décision bien réglé permet d'avoir les règles de décision. Nous avons fait ça pendant notre séance sur l'algorithme arbre de décision. Mais quelles sont ces règles dans le cas d'une forêt aléatoire? Enfin, ça s'appelle déjà forêt aléatoire. Il y a quand même un côté aléa. Il y a des choses random, des choses aléatoires. Et c'est un peu compliqué. XGBoost ceci, CatBoost ceci. Voilà, donc les méthodes d'ensemblistes possèdent des avantages et possèdent aussi des inconvénients. Allez, on va commencer en fait, et je vais commencer par vous montrer un cas pratique de la force de prédiction d'un algorithme forêt aléatoire. À cet égard, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, je vous ai laissé des cases vides hein, dans le fichier. Donc, on va remplir ces cases vides. On va travailler sur un dataset connu qui s'appelle Boston Housing. J'ai parlé de ce dataset, de cet ensemble de données dans le cours sur la régression linéaire et multilinéaire. Vous pouvez tout simplement revenir à ce cours. Allez. On va tout d'abord charger les bibliothèques de base. Bon, je vais vous envoyer le code. Hein. Voilà, j'exécute. Le but, en fait, maintenant, c'est de vous montrer la force de Matplotlib. Pardon, Matplotlib, Matplotlib. C'est de vous montrer la force de l'algorithme forêt aléatoire. C'est bon, là, j'ai chargé les bibliothèques de base.
Puis, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va charger les données. Donc, chargement des données Boston Housing Dataset. À cet égard, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, je vais aller à Scikit-Learn Dataset et puis je vais charger la fonction load Boston. Bon, j'exécute. Ça va prendre un peu de temps. C'est bon, ça passe. Allez, regardez. En réalité, bon, je vais effacer quand même load de Boston. Je viens ici devant Import et je vais laisser un espace, puis j'appuie sur Tabulation. Tab. Bon, j'appuie une deuxième fois pour avoir en fait des couleurs. Voilà. Bon, une troisième fois. Voilà. Allez, regardez. En fait, vous allez trouver des fonctions. Enfin, ce sont des fonctions car ils commencent par des lettres minuscules par convention. Donc, il y a fetch. Quand tu trouves fetch, ça veut dire que ce sont des données à récupérer à partir d'Internet. Donc, il faut avoir une connexion Internet et tout. Par contre, quand tu trouves load, en fait, ce sont des données qui se trouvent déjà à l'intérieur de ton ordinateur, dans la bibliothèque scikit-learn.dataset. C'est clair? Donc, on trouve la fameuse base de données Iris, les 3 fleurs. Puis, il y a Boston, breast cancer, diabète, enfin, ce sont des maladies, digits, c'est pour des chiffres et tout. Nous, on va travailler avec Boston. Load Boston. Voilà. Bon, ça c'est fait. Allez. Bon, je vous montre que se passe-t-il quand je charge la fonction, ou bien j'appelle la fonction load Boston. Tu vois? Donc, quand tu appelles load Boston, tu vas créer, en fait, dans un dictionnaire, tu vois, avec cette histoire de clé-valeur. Donc, nous avons une clé data et les valeurs, c'est un tableau NumPy. Puis, nous avons une autre clé target et des valeurs, un tableau NumPy. Et puis, nous avons en fait ici clé feature names et nous avons clé valeur. Clé valeur, c'est un dictionnaire, c'est comme un map en Java. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais, par exemple, dire, j'appelle ça, par exemple, données. Allez, laissez-moi appeler ça données. Bien, non, je vais appeler ça Boston. Boston. J'appelle ça Boston. Donc, je vous montre Boston, OK. C'est bon, là. Je peux, en fait, afficher la classe. Pardon. Je peux afficher la classe de Boston. Voilà, c'est un truc, c'est comme un dictionnaire. Bon, ce n'est pas intéressant, ça. Par contre, quand je fais Boston, items, les items, bon, j'obtiens un dictionnaire. Enfin, donc, Boston, c'est un objet. Bref. Donc, par exemple, quand j'appelle l'attribut data, point data, eh ben, j'obtiens un tableau NumPy. Quand j'appelle maintenant l'attribut target, j'obtiens la variable cible. Bon, allez, je vais prendre la variable ou bien l'attribut data, je vais envoyer ça dans X. Maintenant, pour Y, je vais faire Boston.targets. Voilà, ça passe. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai récupéré c'est-à-dire mes données X, X, c'est un tableau à NumPy. Bon, après, si vous voulez voir X de manière plus claire, il suffit de transformer X en un data frame. Voilà, ça c'est mieux. X, c'est une matrice rectangulaire qui contient 1, 2, 3, et ainsi de suite, 13 colonnes. Tu vois, X contient 13 colonnes. De 0 à 12, donc 13 colonnes. Maintenant, si je te montre, par exemple, Y c'est quoi? Y, c'est un tableau à NumPy. Quand je fais PD data frame
Allez, j'accélère un peu. Bon, j'essaie toujours de vous donner quelques notions de Python. Donc voilà, Y, hein, c'est une matrice rectangulaire qui contient une seule colonne, qui contient les prix des maisons à Boston. Voilà. On veut prédire les prix des maisons à Boston. Bref, voilà, donc XY. Bon, je vais quand même commenter cette cellule, car ce n'est pas vraiment intéressant. Maintenant, si vous allez me dire comment on fait pour déterminer une description de l'ensemble de données, tu fais desk, comme ça, hein, et tu obtiens ça. Bon, tu peux faire ça dans Print pour améliorer l'affichage. Tu améliores l'affichage. Et ben, tu obtiens. Voilà, Boston House Prices dataset characteristic, number of instances, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je trouve une description de toutes les colonnes. Je trouve une description de toutes les colonnes. Je vous invite quand même, hein, et je vous encourage, hein, dès maintenant, pendant l'été, après, j'espère, validation de ce module, d'aller regarder côté les datasets de Scikit-Learn. Vraiment, c'est très riche. C'est très riche. Je vous conseille de regarder ça, de regarder l'ensemble des données qui se trouvent dans Scikit-Learn. Ce sont des ensembles très, très, très riches. Après, oui, j'ai oublié. Donc, j'ai parlé de load, j'ai parlé de fetch. Donc, fetch, tu vas télécharger des données à partir d'Internet. Load, tu vas charger des données à partir d'un répertoire local qui se trouve sur ton PC. Maintenant, c'est quoi make? Make, en fait, ce sont des générateurs de nombres aléatoires. C'est clair? Ce sont des générateurs de nombres aléatoires. Voilà, allez, je reviens à mes montants. Bon, ça, c'est bon, c'est fait. Ça aussi, c'est fait. Je vais commenter ça. OK, très bien. Maintenant, nous avons XY. Qu'est-ce qu'on va faire avec XY? On va diviser l'ensemble de données en deux. Donc, on va faire un échantillonnage aléatoire. Échantillonnage aléatoire. Avec un train, test, split. Train, test, split. Échantillonnage aléatoire. Bon, laissez-moi écrire quand même en anglais. On appelle ça aussi random sampling. Random sampling. On va travailler dans quelques minutes avec une technique qui s'appelle Bootstrap. Voilà pourquoi il faut différencier entre les deux techniques d'échantillonnage. Échantillonnage aléatoire, random sampling, et Bootstrap. Bootstrap, c'est une autre technique de rééchantillonnage. Ça, je pense que vous êtes à l'aise sur le code. Hein. On utilise la fonction train-test-split. Et tout simplement, je divise mon lot de données en un lot test et un lot d'entraînement. Train test split, d'accord? Je mets X, je mets Y et je mets test size. Et la semaine dernière, ou bien pendant la séance passée, nous avons fait train size. Donc, test size, on va prendre 20, par exemple 20%. 20%. Et afin de fixer les résultats dans notre classe, on va dire random state est égal à 1. Voilà, donc c'est bon, nous avons fini donc, cette étape d'échantillonnage aléatoire. Allez. Enfin, tu peux mettre random state égal à 1, égal à 2, égal à 3, égal à 42, tout ce que tu veux. Hein. Une fois on fabrique X-train, X-test, Y-train, Y-test, il faut quand même vérifier. Hein. Et nous avons fait ça pas mal de fois. Donc, on va afficher les matrices. Hein. Donc, X-train, X-test, puis on va afficher Y-train, on va afficher Y-test, puis on va afficher X. Qu'est-ce qu'on remarque? Allez, je commence doucement. Nous avons 506 observations, d'accord? 13 colonnes. Ça c'est par rapport à X. Quand on divise, quand on fait l'échantillonnage aléatoire, en réalité on split, on divise notre lot de données en deux lots. Donc 102 observations vont servir pour tester
404 observations vont servir pour entraîner. Voilà. Pour entraîner le modèle. Bref. Très bien. Donc, j'ai X-train, X-test, Y-train, Y-test. Qu'est-ce que je vais faire? J'utilise X-train, Y-train pour entraîner 3 modèles. Hein. Régression linéaire, arbre de décision, puis Fourier aléatoire. N'oubliez pas, hein, notre but c'est quoi? Mon but pour l'instant, c'est un cours de consolidation. C'est-à-dire, on va essayer d'améliorer notre compréhension des méthodes ensemblistes. Je vais vous montrer comment les méthodes ensemblistes sont plus fortes plus puissantes en termes de prédiction. En termes de prédiction, ces méthodes sont très puissantes par rapport aux autres techniques. Ok, allez. Bon, sinon, c'est quoi le but? Le but, en fait, de cette régression, c'est de prédire les prix de ces maisons. C'est vrai, je suis en train de travailler de manière rapide. On n'a pas fait la partie analyse descriptive, ni la partie préparation des données. Bon, mais je vais vous montrer que même si toi, tu ne maîtrises pas, enfin, j'espère qu'il faut maîtriser, bien évidemment, la partie description des données. Il suffit de regarder mes vidéos et notre cours sur la partie description des données. Il faut aussi être bon en préparation des données. Bon, donc, même si toi, tu ne maîtrises pas à 100% ces 2 étapes, tu peux, avec les méthodes ensemblistes, converger et avoir des résultats acceptables. Mais par contre, si toi, tu connais toutes les étapes d'analyse, tu vas bien sûr améliorer tes résultats. Donc, je vais appliquer l'algorithme régression linéaire. Donc, rapidement, c'est une révision. Donc, à partir du module Scikit-Learn, je vais appeler le sous-module linear model. Et dans linear model, j'ai la classe linear regression, régression linéaire. Donc, j'instancie cette classe dans le modèle. Donc, linear regression model. Puis, allez, qu'est-ce que je vais faire? Je vais entraîner tout simplement le modèle X-train, Y-train. Voilà, comme ça, bêtement, hein, rapidement. Je ne vais pas faire le rescaling de X-train, Y-train. Je vais juste entraîner le modèle. Puis, on va comparer. La régression linéaire, l'arbre de décision et la Fourier aléatoire à l'aide d'une métrique. On va utiliser, par exemple, le R au carré, le coefficient de détermination. Donc, quand on dit test ou bien évaluation, on utilise les données test. Encore une fois, on entraîne nos modèles sur les données d'entraînement, X-train, Y-train. On teste nos modèles ou bien on effectue l'évaluation sur les données test, X-test, Y-test. On fait la prédiction sur Y-test. Voilà. Allez, j'exécute. Bon, je vous envoie ce code quand même. J'envoie ce code, c'est bon. Donc, j'exécute, j'obtiens cette valeur de R au carré. Je vous rappelle que R au carré, non, ça ne marche pas, la tech, ça ne marche pas. Que R au carré, c'est un coefficient qui varie entre 0 et 1. Entre 0 et 1. Donc, plus c'est proche de 1, mieux c'est. Ça veut dire que la régression a l'air de bien fonctionner. Si c'est proche de 0, ça veut dire que ce n'est pas bon du tout. Après, attention, R au carré n'est pas un critère absolu. Il y a le R au carré ajusté, il y a les tests d'hypothèse statistique. Ici, afin de faciliter la tâche pour nous, on va travailler uniquement avec R au carré. Bon, on trouve quand même 0 à 76. Sinon, qu'est-ce qu'on remarque ici? Nous avons plusieurs chiffres après la virgule. Qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, on peut arrondir. Je fais round 2. Eh ben, je garde juste du chiffre après la virgule. Round, ça permet d'arrondir. Voilà, juste pour vous, ça.
Retenez avec moi cette métrique. Donc, le R au carré, j'ai des données liées à des maisons. J'ai des données liées à des maisons à Boston. C'est une ville qui se trouve aux États-Unis. Et je cherche à prédire les prix des maisons en fonction de, de plusieurs variables, 13 colonnes, 13 variables. J'applique un échantillonnage aléatoire, j'obtiens X trait et Y trait, j'entraîne mon modèle avec un modèle multilinéaire, une régression multilinéaire, je calcule R au carré, sur les données thèse, je trouve 0,76. Bon, retenez 0,76. Je passe en fait à l'arbre de décision. Donc, allez, on va réviser un peu. Donc, l'algorithme arbre de décision se trouve dans le sous-module escalier d'un point tri et il suffit de charger la classe Decision Tree Regressor. Decision Tree, Classifier. Régresseur. Car on va faire une régression. Régresseur. Bon, je vais instancier le modèle. Et, enfin, bêtement, hein, je viens ici et je vais copier ces deux lignes. Ça marche de la même manière. Toujours, c'est la même méthode en scikit-learn. J'exécute. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 0,82. J'obtiens 0,82. Très bien. Bon, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'avec les paramètres par défaut de arbre de décision, l'algorithme arbre de décision, si je fixe comme critère d'évaluation le coefficient de détermination, c'est-à-dire si j'utilise R au carré comme critère de détermination, si j'utilise R au carré, ce qui est le coefficient de détermination, comme critère d'évaluation, l'arbre de décision fonctionne mieux qu'une régression multilinéaire. Bien évidemment, on peut améliorer la régression multilinéaire, c'est-à-dire en faisant par exemple le rescaling. Je supprime la valeur moyenne et je divise par l'écart type. Il existe des techniques en fait pour améliorer l'algorithme régression linéaire ou bien régression multilinéaire. Mais ce sont des techniques vraiment mathématiques. On peut faire une régularisation, mais c'est très poussé. Bref, allez, on va faire la même chose avec forêt aléatoire. Sinon, avant forêt aléatoire, figurez-vous, je suis en train d'utiliser l'arbre de décision déjà comme un régresseur, ça c'est d'une part, et d'autre part avec les paramètres par défaut. Est-ce que j'ai amélioré cet arbre? Non. Juste par défaut, j'obtiens 0,82. Maintenant, imaginez si on améliore cet arbre. On va forcément améliorer le R au carré. Hein. On ne va pas faire ça maintenant. Allez, je passe à l'algorithme Random Forest. Donc, révision, l'algorithme Random Forest se trouve dans le sous-module Ensemble. D'accord? Et il suffit de charger Random Forest Regressor. OK? Puis, je vais instancier cette classe Random Forest Regressor. Puis, je viens tout simplement, j'utilise ces deux lignes. Pardon, j'utilise ces deux lignes. J'exécute. Ah, qu'est-ce qu'on remarque? 0,92. Quand même, hein, on améliore beaucoup le résultat. Vraiment, c'est génial. Hein. C'est-à-dire on passe de 0,76 avec un modèle mathématique je fabrique un estimateur, je calcule le gradient, c'est-à-dire les différentes dérivées premières, je calcule la matrice hessienne, patati patata, il faut être bon en optimisation non linéaire, il faut écrire un algorithme d'optimisation, j'obtiens 0,76. Par défaut, hein, par défaut. J'applique l'algorithme arbre de décision. Enfin, ce fameux algorithme qui fonctionne avec si, alors, si, alors.
L'algorithme arbre de décision utilise une simple entropie de Shannon, un calcul simple, entropie de Shannon, ou bien un indice de Gini. C'est très facile hein, par rapport à l'optimisation non linéaire qu'on la trouve en régression multilinéaire. Même en régression multilinéaire, on va inverser une matrice. Mais l'inversion d'une matrice, il faut écrire un algorithme. Hein. Bon, là, je trouve 0,76. Ici, je trouve 0,82. J'applique l'algorithme forêt aléatoire avec des paramètres par défaut. Hein. Je touche à aucun paramètre. J'utilise les paramètres par défaut. J'obtiens 0,92. Qu'est-ce qu'on remarque? Les méthodes ensemblistes, ce sont des méthodes hyper puissantes. Voilà, comme cet exemple le montre. Bien sûr, vous pouvez me montrer, on peut trouver un exemple où ces méthodes ne fonctionnent pas bien. Mais vraiment, je suis curieux. Enfin, trouvez-moi un exemple où les méthodes ensemblistes ne fonctionnent pas. Voilà, maintenant, je te pose la question différemment. Est-ce qu'on peut trouver maintenant un domaine en sciences de données où les méthodes ensemblistes ne fonctionnent pas correctement? Enfin, je doute. Je vous conseille d'aller sur le site Kaggle, regarder les experts qui participent aux compétitions, regarder leur code. Ils n'utilisent que des méthodes ensemblistes. Moi, je suis mathématicien, j'ai toujours une affinité pour les méthodes mathématiques, pour les modèles mathématiques. On peut améliorer les résultats de la régression multilinéaire ici, mais c'est quoi le prix à payer? Il faut faire des maths, la régularisation, il faut faire des transformations mathématiques assez laborieuses. Ok, donc je pense que là, je vous donne une preuve réfutable, en fait, bien sûr, sur cet exemple-là, Boston, Load Boston, enfin les données des maisons dans la ville de Boston, que les méthodes d'ensemblistes marchent. Et en même temps, j'ai profité, et je vous ai montré que les méthodes d'ensemblistes permettent aussi de faire une régression. Les méthodes d'ensemblistes permettent aussi de faire une régression. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Encore une autre fois, pourquoi régression? Regardez la variable cible, c'est une variable continue. 23,3, 6,6, 20, et ainsi de suite. On peut même tracer la distribution, l'histogramme de cette variable cible. On va trouver une distribution, voilà, un histogramme. Hein. C'est presque une gaussienne. Bon, avec une bonne approximation, on peut dire qu'il s'agit d'une... C'est comme une gaussienne. Après, il y a ici quelques valeurs aberrantes ici. Il y a un regroupement de valeurs un peu bizarre au niveau de 50. Allez, on va passer à autre chose, puisqu'il n'y a pas de questions. On va passer vraiment à l'algorithme forêt aléatoire. On va essayer aujourd'hui, on va essayer de décortiquer l'algorithme forêt aléatoire. Quelles sont les connaissances préalables permettant de comprendre l'algorithme forêt aléatoire Random Forest? Tout d'abord, il faut avoir des connaissances sur les arbres de décision. Et ça, c'est déjà fait. Hein. Nous avons consacré toute une séance sur les arbres de décision. Il faut aussi avoir des connaissances sur la technique dite échantillonnage bootstrap. Ou bien on dit aussi bootstrapping. Ce n'est pas du développement web, hein. C'est bootstrap statistique. Il y a des gens qui disent aussi bootstrapping. Bootstrapping. Laissez-moi dire bootstrapping. C'est mieux de dire bootstrap. B. L'algorithme Random Forest. C'est quoi l'idée de cet algorithme? L'idée, c'est de combiner plusieurs arbres de décision en un seul modèle. Et les modèles, on finit toujours par un modèle impressionnant hein, qui marche bien. Donc, voilà l'algorithme Random Forest. Je prends un arbre de la forêt, je prends un échantillon bootstrap des données. Je vous rappelle, qu'est-ce que ça veut dire un échantillon bootstrap? Ça veut dire, voilà, vous allez trouver ça dans le cours classification Random Forest, hein, slide numéro 17.
Ça, c'est la population. À partir de cette population, je prends un échantillon. Enfin, la population contient par exemple 1000 clients. Je prends par exemple 500 clients. Et moi, j'ai envie de compléter avec 500. Donc, je complète les 500 autres clients qui ne se trouvent pas dans cet échantillon par des simulations Monte Carlo. Donc, j'obtiens un échantillon rééchantillonné. Donc, ça, c'est un échantillon Bootstrap. Voilà. Ça permet, en fait, entre autres, ça permet de fabriquer des bagues, c'est-à-dire des sacs. Sac 1, sac 2, sac 3, sac B. Avec B, c'est le nombre d'arbres. C'est clair? Bon, donc, je prends un arbre de la forêt. Imaginons, j'ai une forêt qui contient 100 arbres. Une forêt qui contient 100 arbres. Je prends en fait un arbre, pour chaque arbre, je prends un échantillon Bootstrap, puis je vais sélectionner au hasard certaines variables. Je ne veux pas travailler avec les 13 variables. Hein. Je vais travailler avec un nombre bien déterminé de variables, 2, 3, 4. Je vais sélectionner ces variables d'une manière aléatoire. Maintenant, pour chaque variable sélectionnée, j'essaie de trouver une valeur de splitting, de partage, qui minimise, enfin, pour la classification, l'indice de Gini ou bien le gain en information, et pour la régression, ce qu'on appelle le mean square error. Qu'est-ce que ça veut dire, mean square error? Mean square error, c'est ça. Voilà, ça c'est un mean square error. C'est cette quantité au carré, c'est-à-dire 100 racine carrée. C'est la somme de i allant de 1 à n, yi chapeau, moins yi le tout au carré. Après, on peut choisir comme critère somme sur les i allant de 1 à n, yi chapeau moins yi au carré divisé par n. Ça, c'est le mean square error. Le square error, c'est la somme. Le mean square error, je divise par n. Et le root mean square error, c'est la racine carrée. Il existe plusieurs styles d'estimateurs. Hein. Il y a des estimateurs qui utilisent la racine carrée et ici une fonction au carré. Il existe des estimateurs qui utilisent en fait la valeur absolue. On parle de mean absolute error. C'est une moyenne des valeurs absolues d'erreur. Puis il y a ça, Maz, c'est un peu compliqué. Et puis il y a même des estimateurs contenant en fait la fonction log. Bon, alors, pour chaque variable sélectionnée, le but c'est de chercher la valeur qui minimise le mean square error pendant la régression, ou bien l'indice de Gini, ou bien le gain en information, c'est-à-dire l'entropie de Shannon pendant une classification. Puis, on va diviser les données en utilisant cette variable, puis on continue, c'est-à-dire la fabrication de notre arbre. Puis, à un moment donné, on va répéter les étapes 2 et 4, 2 à 4, sélection aléatoire du nouveau ensemble des variables à chaque division, jusqu'à ce qu'une condition d'arrêt soit satisfaite ou que toutes les données soient épuisées. Puis, on va répéter ce processus afin de construire plusieurs arbres. Ça, c'est l'algorithme Fourier aléatoire. Pour faire une prédiction, on exécute une observation sur plusieurs arbres et on réalise la moyenne des valeurs prédites. Ça, c'est pour la régression. C'est-à-dire, puisque n'oubliez pas, c'est un système de vote. Ce que je suis en train de vous expliquer ici, c'est que l'arbre de décision, la forêt aléatoire, contient plusieurs arbres. Donc là, j'ai le sac numéro 1, le sac numéro I, le sac numéro 100. Puis je prends une observation. Et chaque arbre entraîné sur un sac va donner une valeur. Donc, je fais la valeur moyenne. Ça, c'est dans le cas d'une régression. Par contre, dans le cas d'une classification, on va appliquer un système de vote majoritaire. C'est comme en démocratie. C'est-à-dire, imaginons, nous avons 30 arbres qui votent, qui prédisent que ce client est un bon client, 10 arbres qui prédisent que le client est un mauvais client. On va dire non, c'est un bon client, puisque 30 contre 10. Ça, grosso modo, c'est l'algorithme Fourier aléatoire. Quels sont les paramètres les plus pertinents dans cet algorithme? Tout d'abord,
ou bien les paramètres qui vont nous aider à améliorer la prédiction. Nous avons déjà le nombre d'estimateurs. On fait tout simplement n underscore estimators, c'est le nombre d'arbres dans la forêt. La règle générale, c'est de choisir un nombre aussi élevé que l'ordinateur peut gérer. Après, il ne faut pas exagérer. Il faut faire une étude, car parfois, on risque de tomber dans l'overfitting. Ça n'explique pas le fait de choisir 1 million d'arbres, non. Je vous ai montré la semaine passée, enfin la dernière séance, que quand le nombre d'arbres augmente, la précision diminue parfois. Et puis, il y a le max feature. Le max feature, c'est par rapport à ça. Hein. C'est sélectionner au hasard certaines variables. C'est ça le max feature. C'est-à-dire, est-ce que toi, tu vas choisir les 13 variables ou bien les 6 variables, la moitié des variables, racine carrée de 13? Tu vas choisir 20% des variables, 90% des variables. Ou bien tu vas choisir log à base 2. C'est-à-dire que tu fais log à base 2 de 13. Tu me calcules, tu choisis 3 variables. Puis, il y a maintenant le mean sample leaf. Samples leaf. C'est le nombre minimal d'échantillons dans les feuilles, nouvellement créées. Enfin, tu peux essayer des valeurs, et puis tu gardes la valeur où la prédiction, elle est bonne. Maintenant, je passe aux paramètres qui permettent d'accélérer le calcul sur l'ordinateur. Bon, il y a le number of jobs, n jobs. Quand tu mets -1, ça veut dire que l'algorithme va détecter tous les processeurs disponibles et il va lancer le calcul sur tous les processeurs de ton PC. Imagine si toi, tu disposes de 4 processeurs, enfin 4 cœurs, 8 cœurs. Et ben, quand tu mets -1, tu vas lancer le calcul sur 4 cœurs en même temps, sur 8 cœurs en même temps. Voilà. Maintenant, le random state, c'est un paramètre intéressant puisqu'il permet aux autres de reproduire tes résultats. Tu peux choisir un. Moi, tout à l'heure, là, dans Train Test Split, j'ai choisi 1. Tu peux choisir 2, tu peux choisir 3. Après, c'est une blague. Les data scientists préfèrent 42. Bon, mais c'est une blague. Hein. Ne mettez pas 42. Car après, quand vous allez chercher sur Internet, vous allez trouver tout le temps des gens qui utilisent 42. Non, c'est juste, c'est une anecdote. Hein. Mais je te conseille de changer un peu le random state. Tu peux choisir 10, 20, 30. Puis, nous avons une variable, un paramètre très intéressant, c'est le OOB score. Ce qu'on appelle le out of bag prediction. Voilà, c'est un paramètre qui permet de valider l'algorithme Random Forest. Bon, je vais arrêter en fait là, enfin, je ne vais pas vous expliquer la technique OOB, enfin, je vous laisse le temps de la lire ici, hein, dans ce paragraphe. Puis, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va appliquer toutes ces notions sur un algorithme Random Forest, et puis on va essayer d'améliorer cet algorithme. D'accord? Et on va travailler avec un algorithme Random Forest régresseur, pas classifier. D'accord? Bon. Allez, on va commencer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Bon. On va travailler avec les données de Titanic. Je pense que je vous ai, voilà, ce message envoyé. Je vous ai envoyé le fichier train.csv tout à l'heure. Voilà. Je vous ai envoyé ce fichier qui contient l'identifiant, enfin, qui contient des variables identifiant du passager, l'état du passager, est-ce qu'il a survécu la drame ou pas, la classe du passager, le nom du passager, le sexe du passager, homme-femme, l'âge, puis un code sur le ticket du passager, la cabine, puis on fait quelques informations sur l'état du passager, embarqued ou... Enfin, après,
Vous allez me dire, est-ce qu'on peut appliquer une analyse descriptive sur ces données? Bien évidemment que oui, mais on ne va pas faire ça. C'est-à-dire, on va juste supprimer les colonnes qui ne contiennent pas vraiment de l'information, hein, comme la clé primaire ici, le passenger ID, bon, c'est une clé primaire, il n'y a pas d'information. Puis, on va essayer, enfin, le nom, d'après vous, est-ce qu'il existe en fait une importance par rapport à cette colonne? Est-ce que c'est quoi l'importance d'analyser les noms des clients? Est-ce que c'est important ou pas? Enfin, je parle de cet exemple, hein, Titanic. Voilà. Ticket ici. Ticket, la référence du ticket. C'est même pas le prix, hein, c'est une référence là. Peut-être la référence du ticket, c'est pas une variable importante. Et puis ici, le cabinet ou un code, et on trouve que cette variable contient plein de champs manquants. Donc je pense que supprimer cette colonne va peut-être améliorer la prédiction. Hein. C'est une colonne où il y a plein de variables, plein de champs manquants. C'est clair? Bon. Bon, ce sont des analyses en fait à l'œil nu. Hein. De toute manière, vous avez le fichier train.csv par email. Je vous ai envoyé ça par email et on va appliquer l'analyse. Voilà. Donc, tout d'abord, on va charger le modèle Random Forest. Random Forest Regressor. Puis, on va charger une métrique. Donc, from scikit-learn.metrics, on va charger ROC AUC score. Puis, je vais charger les données. Donc, X est égal à PD, PID CSV. Bon, toi, tu peux mettre ton... Comment dirais-je, c'est-à-dire ton chemin d'accès absolu à ce fichier. Moi, je vais mettre le mien. JL Titanic data. Oui, voilà, c'est bon là. PWD. Non. PWD. Une CSV. Bon, pour Y, je vais juste prendre survived. La colonne survived. C'est-à-dire, je vous montre cette colonne. Cette colonne, ça c'est notre variable cible. Bon. Question maintenant. C'est quoi le ROC AUC score? ROC AUC score. Quand on va au fichier évaluation, en fait, on va aller à la fin du fichier. Attendez, c'est quoi x.pop? Oui. Oui. X.pop. OK. B. Merci déjà, Tigène, pour la question. B. X ici, en fait, X ici, c'est un data frame. D'accord? C'est un objet de la classe data frame. Donc, quand on dit objet, on dit méthode. Quand tu fais X point, tu vas trouver une méthode qui s'appelle pop. Donc, cette méthode permet d'isoler une colonne.
d'accord? X.pop permet, la méthode pop d'hygiène, en fait, c'est une méthode qui permet d'isoler une colonne à partir d'un data frame. Donc, enfin, return item and drop from frame. Tu vois? Donc, quand maintenant je reviens à X, tu vois, quand je regarde X, eh ben, j'ai plus survived. Bon, je vais répéter l'exécution ici. Mais oublie cette histoire de X.pop. Je vais commenter là. J'exécute. Hein. Je montre X. Regarde X. Tu vois, nous avons la colonne survived. Je viens tout simplement de charger le fichier train.csv. Moi, je veux juste récupérer la variable cible. Je veux juste récupérer la variable cible. C'est-à-dire, je supprimer cette colonne de X. Qu'est-ce que je fais? Je fais tout simplement x.pop et je mets le nom de cette colonne, survived. Regarde maintenant, regarde X, contient survived. Je viens ici, je fais shift entrée. Regarde X. Tu vois, ne contient plus survived. Bon, c'est une technique. En fait, d'habitude, j'utilise iLock, mais c'est bien en fait de travailler avec Pandas. Pandas, c'est bien, c'est cool, Pandas. Voilà, j'ai répondu à ta question. Donc déjà, ça c'est bien. Ça c'est bien. C'était quoi? Oui. C'est quoi le AUC? Le AUC. Afin de vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire le AUC, je veux aller au slide numéro 35 de la présentation évaluation. Je vous ai expliqué, hein, là je suis en train de faire un rappel hyper important. On est encore une autre fois dans une consolidation. Afin de évaluer un modèle de classification, on utilise une matrice de confusion. Bon client, mauvais client, ça c'est l'état réel. Dans notre cas, allez, je travaille par rapport à notre cas. Le voyager, ou bien le passager, le voyageur, le passager a survécu la drame. Donc c'est positif. Moi, le voyageur n'a pas survécu la drame. C'est-à-dire, il est décédé. Donc ça, c'est la réalité. Ici, c'est la prédiction de notre algorithme. Donc plus, ça veut dire que l'algorithme prédit que le passager va survivre la drame. Et moins, ça veut dire que le passager est décédé. OK. Donc, nous avons en fait des vrais positifs sur la diagonale, vrai positif, vrai négatif. Et puis ici, j'ai les faux négatifs et le B, c'est les faux positifs. Et nous avons discuté, nous avons dit que les faux négatifs, c'est vraiment problématique. On perd beaucoup d'argent, on perd toujours, c'est pas bien d'avoir des BIC, hein, des cases BIC remplies, mais le C, c'est vraiment problématique. Je vous ai défini en fait la première métrique d'évaluation fabriquée à partir de la matrice de confusion qui s'appelle la justesse, accuracy. C'est quoi l'accuracy? Bien la justesse. Tu prends la diagonale de la matrice de confusion, tu divises par la somme. Tu prends la diagonale et tu divises par la somme. VP plus VN divisé par la somme. Après, je vous ai donné cet exemple un peu troublant. Pourquoi? Car on trouve une justesse par rapport au classifieur numéro 2 plus grande que le classifieur numéro 1, mais on trouve ici un paradoxe. À cet égard, nous avons défini la précision, en anglais precision. C'est quoi la précision? Je vous ai dit tout simplement, comme règle mnémotechnique, regardez s'il vous plaît la première ligne. Tu regardes tout simplement la première ligne. Et tu me fais A divisé par A plus B. Puis, nous avons défini le rappel, en anglais et l'école. Eh bien, tu regardes la première colonne. Puis, tu me fais A divisé par A plus C. Puis, nous avons défini ce qu'on appelle le F-mesure, en français, en anglais F-score. C'était une moyenne harmonique de la précision et du rappel. Donc, tu prends la première ligne de la matrice de confusion et la première colonne. Voilà, ça c'est par rapport au F1 score. Puis, nous avons dit que ces métriques
ne permettent, ce sont des bonnes métriques, certes, mais parfois, il faut aller regarder la courbe ROC, Receiver Operating Characteristic. La courbe ROC, c'est une bonne métrique. Mais à partir de la courbe ROC, il faut calculer la surface sous cette courbe, l'air sous cette courbe. L'air sous cette courbe, ça s'appelle AUC. L'air sous la courbe ROC, ça s'appelle AUC. Alors, maintenant, hein, on va utiliser le AUC comme score, c'est-à-dire la surface sous la courbe ROC. Voilà, j'espère que j'étais clair. OK. Bon, je vous rappelle juste que toutes ces métriques, on peut les télécharger, on peut les charger à partir de scikit-learn.metrics. C'est-à-dire, il suffit de, bon, je te fais tab ici, et tu vas obtenir plein de métriques. F1 score, par exemple, F1 score. Hein. Precision recall curve, ainsi de suite. Enfin, precision score. Voilà. Nous, on va travailler avec l'AUC. Bon, juste histoire de regarder rapidement, les données. Donc, voilà, nous avons, cette colonne Passenger ID ne contient pas d'informations. Il y a le P-class, âge, puis nous avons 5 colonnes. En fait, apparemment, nous avons des variables, il y a des champs manquants. Hein. Regardez ici, c'est 114, c'est-à-dire la colonne âge contient beaucoup de champs manquants, 714, alors que nous, on s'attendait à avoir 891. Bon, à partir de maintenant, en fait, les codes deviennent un peu compliqués, donc je vais juste expliquer et je vais comment dirais-je, c'est-à-dire expliquer et tourner le code. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Je fais l'amputation, c'est-à-dire j'ai remplacé les champs manquants de la variable âge par la valeur moyenne. Bon, c'est une approximation grossière, hein, c'est pas une approximation très correcte. Donc qu'est-ce qu'on remarque? On remarque par exemple ici que l'âge, c'est bon, tous les champs ont été remplis, 891. Alors que avant c'était 714. D'accord? Suivez avec moi. Hein. Donc là, j'ai rempli les champs manquants par rapport à la variable âge. Maintenant, on va supprimer. On va plutôt afficher uniquement les variables numériques. Les classes âge, SIB SP, SIB SB, Parche et FAIR. Bon. J'applique tout simplement, bêtement, je viens ici, j'applique bêtement l'algorithme à Fourier aléatoire et je ne touche pas aux paramètres. D'accord? Et je vous montre le score. Donc c'est 0,13. Le score est égal à 0,13. On va calculer le AUC. On va trouver 0,73. Question. Est-ce qu'on peut améliorer maintenant ce résultat, ce AUC? Oui. Comment on fait? Pour l'instant, j'ai lancé l'algorithme Random Forest sans toucher à ces paramètres. C'est-à-dire, j'ai choisi son arbre de décision et je lui dis, tu utilises le out of bag score. Out of bag, c'est très simple, hein, c'est-à-dire comme paradigme. Regardez. Ça, c'est l'ensemble des données d'entraînement. Quand je fabrique mon sac, par exemple, imaginez que l'ensemble des données d'entraînement contient 1000 clients, ou bien 1000 passagers. Mon sac contient 500 passagers. Donc, je vais prendre une observation qui se trouve à l'extérieur du sac. J'entraîne le modèle sur les 500 passagers à l'intérieur du sac, et puis je vais garder une seule observation sur laquelle je vais effectuer ma prédiction.
C'est ça le OOB. Voilà. Et puis, je vais boucler sur toutes les autres observations qui se trouvent à l'extérieur du sac. Voilà. C'est ça le OOB, en gros. Maintenant, on peut décrire les variables catégoriques, hein, comme nom, sexe, ticket et tout. Et qu'est-ce qu'on remarque? Par exemple, on remarque que non, c'est pas intéressant. Par contre, il y avait un scandale chez Boulanger, hein, c'est une entreprise française, où on a découvert que dans cette entreprise, on utilise les noms des clients pour effectuer des analyses. Et là, c'est un peu problématique. Oui, c'est raciste. Donc, nous, on ne va pas utiliser les noms pour analyser. Hein. Il y a le ticket, donc on va supprimer le passenger ID, le ticket et le nom, les noms des clients. OK. Bon, ici, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'encoder les variables catégoriques avec one hot encoder, tout simplement. Donc, qu'est-ce que tu remarques ici? Avec getDummies, j'ai encodé. Donc, j'obtiens sexe, female. Bon, j'obtiens déjà 1, 2, 3, 4 variables quantitatives, âge, cible SP, parche, fair, et sexe female, sexe male, cabine A, B, C, D, E, F, et ainsi de suite. C'est-à-dire, nous avons encodé les variables catégoriques. On peut même afficher ces variables hein, avec du HTML. Bon, c'est un truc d'affichage par rapport au fichier Jupyter Notebook. OK. Maintenant, on va répéter notre prédiction en incluant toutes ces variables. Je vous rappelle qu'avant, nous avons utilisé que les variables numériques. Ici, hein, c'est-à-dire dans la cellule 43, nous avons utilisé que les variables numériques, quantitatives. Et on trouve, retenez avec moi, 0,739 pour le AUC. Maintenant, regardez que se passe-t-il si on utilise toutes les variables qualitatives et quantitatives. On passe à 0,86. Donc, on voit que la performance de notre algorithme s'est améliorée. On passe de 0,7 à 0,86. Je parle de AUC. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque en fait qu'il est très important de réaliser cette analyse descriptive. L'algorithme Random Forest permet de trier les variables selon leur importance. Donc, il suffit de faire model feature importances. On peut afficher ces résultats. Enfin, tu fais model.feature importance, ça obtient tout ça. Puis, je vais mettre model feature importance dans une série. Je fais un tri. Car regardez, là, j'ai 9 10 absences moins 2. Et là, par exemple, j'ai 0,2. Donc, 0,2 est supérieur à 9 10 absences moins 2. Qui est supérieur. Donc, par exemple, cette variable ne contient pas d'information. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la variable âge est une variable vraiment très pertinente. La variable âge est très importante. Puis, on voit que la sexe mâle est plus importante que sexe femelle. On peut garder les deux. Hein. On peut garder les deux. Et là, j'ai une question à vous dire. D'après vous, quand on fait le one-hot encoder par rapport à nos variables qualitatives, on avait l'habitude de supprimer une variable. C'est-à-dire, toi, tu as deux catégories, femme ou homme. Donc, on peut dire que ces deux colonnes sont corrélées. Mais on supprime ces variables dans quel cas? Dans le cas des algorithmes qui sont sensibles aux corrélations, comme les algorithmes mathématiques. Régression linéaire, régression multilinéaire, régression polynomiale, régression non linéaire.
Ici, les méthodes d'ensemblistes ne sont pas très très sensibles. Donc, on peut garder, c'est-à-dire, tu peux faire le one-hot encoding, ton encodage one-hot encoder, et puis tu peux garder tes variables, hein. C'est-à-dire, tu peux pas, c'est-à-dire, on a le droit quand même à ne pas toucher aux variables qualitatives, hein. C'est-à-dire, on peut garder même deux colonnes qui sont corrélées. Ici, sexe femelle et sexe mâle, femelle et mâle, en fait, sont corrélés, hein. Regardez, je vais cacher le 0 avec le curseur de la souris. Eh ben, je trouve un au niveau du mâle. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un homme, ce n'est pas une femme. Bon, ici, je cache le 1 ici avec le curseur. Dans l'autre cas, j'ai 0, ça veut dire que c'est une femme. Donc, ces deux colonnes sont corrélées. Eh bien, figurez-vous que malgré qu'il existe des colonnes corrélées, l'algorithme Fourier aléatoire a fonctionné. Il a donné 0,86. Et ça, c'est un autre avantage des méthodes ensemblistes. Voilà. Donc, maintenant, on peut dire que, par exemple, cabine T, cabine G, cabine F ne sont pas des variables importantes. On peut supprimer ces variables. C'est-à-dire, on garde que les variables les plus pertinentes. Bon, cette fonction, je vous ai montré cette fonction, en fait, la dernière fois. Cette fonction, elle permet de tracer les variables selon leur importance et de garder uniquement les variables pertinentes. Donc, on peut couper, hein, c'est-à-dire c'est-à-dire à partir de embarqued S, on peut supprimer toutes ces variables. On peut tout simplement travailler avec sexe, âge, faire, p-class, cabine et les autres variables qui restent. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? En fait, je veux passer au réglage de l'algorithme Random Forest. Donc, tout d'abord, je vais juste montrer le paramètre nJob, nJobs, n_jobs. Donc, je vais exécuter ici. Regardez, le number of jobs ici est égal à 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis en train de tourner le code sur un seul processeur. Ça va prendre un peu de temps, hein. On va attendre un peu. Comment tu fais pour calculer le temps? C'est simple, tu mets pourcentage, time it. Voilà. Donc, sur un seul processeur, le temps de calcul, c'est-à-dire le temps d'entraînement de notre algorithme, est égal à 3,69 secondes. C'est-à-dire si on prend 1000 arbres de décision. Maintenant, on va vérifier. Si on parallélise, on passe à 4 cœurs, que se passe-t-il? Exécute. Là, je suis en train de lancer le calcul, l'entraînement, avec sur les 4 cœurs de mon ordinateur. Enfin, j'ai un vieux ordinateur. Voilà pourquoi j'utilise Linux, hein. Linux permet de booster les performances d'un ordinateur. On s'attend à quoi? On s'attend que le temps soit plus faible que 3, voilà, j'obtiens 3,44. Après, il existe plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. En fait, moi, j'utilise, enfin, là, mon browser, il contient à peu près 400 fenêtres ouvertes, hein. Donc, peut-être c'est à cause de ça. Bon, peut-être chez toi, tu vas obtenir moins que ça. Bref, je te conseille quand même de mettre number of jobs égal à moins 1, est égal à 2, est égal à 4, afin de paralléliser le calcul. Je passe maintenant à notre paramètre, c'est le nombre d'estimateurs. Bon, je n'ai pas envie, hein, de faire ça. De toute manière, on va obtenir 1000. On va obtenir 1000 estimateurs. Bon, regardez ce que je vais faire. En fait, je vais vous expliquer le tuning de ces hyperparamètres. Je vais lancer puis je vais passer à une autre chose, puis je vais revenir, hein. Donc, là, je fixe le nombre d'estimateurs à 30, 50, 100, 200 jusqu'à 2000, hein, c'est-à-dire le nombre d'arbres. OK? Puis j'écris une boucle for. Et à chaque fois, je fais l'entraînement. Et j'affiche le résultat. C'est-à-dire, je trace le résultat. Puis, je fais la même chose avec MaxFitch.
Je prends le nombre maximal de variables est égal à 13, est égal à racine carrée de 13, log à base 2 de 13, 0,90% de 13 et 20% de 13. Et à chaque fois, je fais l'entraînement. Et puis, j'affiche le résultat. Et puis, je fais la même chose par rapport au nombre des feuilles, le nombre d'échantillons par feuille. Je rappelle que la feuille dans un arbre, dans un arbre binaire, c'est le nœud final. C'est un nœud qui n'a pas d'enfant. Et à la fin, on finit par notre modèle idéal, c'est-à-dire qui contient 1000 arbres avec max features égale à auto et mean sample leaf égale 5. Enfin, je vais exécuter ce modèle et on obtient 0,874. Je rappelle qu'avant, c'était 0,874. Voilà, avant, c'était 0,863. C'est-à-dire en utilisant toutes les variables qualitatives et quantitatives. Maintenant, en utilisant uniquement les variables quantitatives, nous avons obtenu 0,739. Bon, je vais lancer le calcul ou bien le tuning des hyperparamètres. Puis je reviendrai sur ça dans quelques minutes. Donc je viens ici, je lance ça aussi. Je lance ça. Bon, ça va, le résultat immédiat par rapport au number of estimators. Regardez, qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Je suis en train de tracer le AUC, hein, le score, comme métrique, c'est-à-dire le AUC se trouve sur l'axe des Y. C'est quoi l'axe des X? L'axe des X ici représente le nombre d'arbres de 150. On voit que quand le nombre d'arbres est faible, eh ben, le score est faible. Puis le score augmente, diminue, et puis en fait, continue à augmenter, puis à un moment donné, il va diminuer. C'est-à-dire, imaginons, hein, si je passe à 4000 arbres, 8000 arbres, eh ben, le score, il va diminuer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va choisir la valeur maximale du score, qui se trouve ici. Finalement, avec quelle valeur on obtient, avec quel nombre d'arbres on obtient la valeur maximale du score? Avec 1000 arbres. Retenez avec moi le nombre idéal d'estimateurs qui maximise le AUC, cette métrique qui est égale à la surface sous la courbe ROC, c'est 1000 arbres. Je passe maintenant à max feature. On voit que, max feature, le meilleur AUC est obtenu avec auto. Avec auto. OK, donc on va choisir auto. Puis pour max leaf, on voit que une courbe, hein, c'est-à-dire ça augmente, ça croît, puis ça arrive à une valeur maximale, un maximum, puis ça décroît. Ça veut dire attention, hein, les courbes ne sont pas toujours des courbes croissantes. Il faut obtenir quand même ce pattern. C'est-à-dire une courbe qui croît, puis qui décroît, et toi tu prends le maximum. Donc le maximum c'est 5. Finalement c'est bon, on règle notre modèle final. On obtient la meilleure, disons, score. Je rappelle, on travaille avec l'AUC. On ne travaille pas ni avec la justesse, ni avec la précision, ni avec le recall, ni avec le F1 score. On travaille avec l'AUC. Voilà, ça c'est un exemple vraiment, disons, complet du tuning d'un algorithme Fourier aléatoire. Maintenant, je vais passer rapidement sur un code. Et je fais ça exprès, hein. C'est-à-dire, j'ai pris un code qui a été développé dans une compétition
qui s'appelle Zenda, Zindi Africa. Attends, il y a Tijeni qui m'a posé une question. Attends, Tijeni, c'est Tijeni. Et si on fait des forts imbriqués pour tester toutes les combinaisons? Ah, oui, tu peux faire ça, Tijeni. Oui, dans ce cas-là, je te conseille, tu fais Glisser, c'est mieux. Hein. Tu fais Glisser, c'est mieux. J'avoue, hein, ce code, c'est un code artisanal. Hein. Le code que je suis en train de vous expliquer, c'est un code artisanal. Toi, tu peux faire mieux que ça. Tu peux faire grid search. Mais ça sera en fait un calcul vraiment brut. Oui, mais aucun souci. Aucun souci. Pourquoi un calcul brut? Imagine si toi, tu lances tes calculs sur un, je sais pas, toi, dans l'entreprise, peut-être tu as accès à AWS, Amazon Web Services, à un cloud, ou bien un Google Cloud, ou bien un Microsoft Azure, ou bien même peut-être l'entreprise va t'acheter un serveur qui contient 32 processeurs et peut-être plein de cartes graphiques. Et dans ce cas-là, tu as assez de ressources informatiques de telle manière que tu peux faire ces boucles imbriquées. Mais de manière générale, on fait les boucles imbriquées avec Grid Search. Là, j'ai voulu juste écrire un code artisanal. En fait, ce code, je l'ai modifié, je l'ai récupéré sur GitHub, je l'ai trouvé, c'est un bon code. Mais c'est pour les boucles forts imbriquées utilisent plutôt Grid Search. Grid Search fait toutes les combinaisons automatiquement. Et il y a un truc encore plus fou. Il y a un truc qui s'appelle AutoML. Oui, là c'est fou. Là vous allez rigoler. Hein. AutoML, c'est du machine learning automatique. C'est-à-dire toi tu mets tes données, tu programmes tes algorithmes. Tu prends un café et tu laisses l'algorithme choisir la meilleure méthode et les meilleurs paramètres. C'est dingue. Hein. AutoML, maintenant, c'est une tendance. L'idée a commencé là depuis 2 ans. Hein, et maintenant, on trouve plein d'entreprises américaines qui implémentent qui implémentent les fonctionnalités de AutoML dans le cloud. Mais moi, j'ai rien hein, contre l'automatisation. C'est-à-dire, même si toi, tu n'es pas vraiment, c'est-à-dire si toi, tu n'as pas vraiment des connaissances en statistique descriptive, en mathématiques, c'est pas grave. On s'en fiche un peu. Tu peux utiliser des méthodes ensemblistes, puis tu peux. Par contre, il faut quand même savoir régler les paramètres de ces méthodes ensemblistes. Ah oui, alors là, il faut vraiment savoir comment régler. Il faut savoir aussi les critères d'évaluation. On ne joue pas à ça. Il faut connaître les critères d'évaluation. Allez, je continue. Donc, là, vous allez, s'il vous plaît, hein, si vous voulez récupérer les données, ce sont des données quand même assez volumineuses, hein, 53 mégas, 39 mégas, et c'est une compétition en fait récente, le 22 mai. Hein. C'était une compétition qui a été lancée le 22 mai, là, depuis quelques jours, là. Bon, vous pouvez aller récupérer les données. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai pris le code du participant qui a eu le deuxième rang. Je pense deuxième ou troisième. Juste histoire de vous dire, bon, je pense que c'est un étudiant, niveau Bac plus 3. En fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé uniquement des méthodes ensemblistes. Et à la fin, il a fait du n'importe quoi. Ça, j'avoue. Hein. Ça, c'est du n'importe quoi. C'est-à-dire la partie... je vais vous montrer ça après. Il y a une partie... Oui, là, le sub ici, sub. Ça, c'est du n'importe quoi. Mais cet exemple, j'ai envie de le montrer pour vous dire que même si toi, tu n'es pas expert du machine learning, si tu sais juste bien utiliser les méthodes d'ensemblistes, comme CatBoost, LightGBM, XGBoost, il a même utilisé un algorithme qui s'appelle Natural Gradient Boosting. C'est un algorithme développé à Stanford. Il l'a installé sur les serveurs de Zandy. En fait, tu peux faire ça sur Google Colab. Tu peux installer une bibliothèque, un module et l'utiliser. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a chargé Natural Gradient Boosting
enfin, c'est un code développé à Stanford. Et il a installé CatBoost, LightGBM et XGBoost. OK, bon. Puis, il a chargé en fait les bibliothèques de base, Pandas, NumPy, Math, d'accord. Puis les métriques, ici mean squared error. Pour la partie encodage, label encoder, train test split, l'algorithme random forest et logloss. Et puis il a commencé à travailler. Donc, tout d'abord, il a chargé les données. Et puis il a commencé en fait à encoder les données, la get dummies, à encoder les variables qualitatives. Il a passé quelques requêtes group by. Donc tout ça, c'est de la préparation des données. Tout ça, c'est de la préparation des données. Hein. Bref. Bon. Puis, bon, j'arrive ici. Il a supprimé les variables, les champs manquants. Et puis voilà. Et comment, il a commencé la modélisation. Donc, il a fait train.drop target. Puis, il a X, Y. Bon, comme nous, train test split, sauf qu'il a utilisé une stratification. Dans quel cas on utilise la stratification? Quand une classe est disproportionnée par rapport à une autre classe. Je vous ai expliqué ça la semaine passée, enfin, la dernière séance. Stratification, c'est quand une classe contient, par exemple, 2, une autre classe contient 100 ou bien 1000. Dans ce cas-là, tu fais stratification. Donc, tu vas réaliser un échantillonnage aléatoire stratifié qui tient compte de la disproportionnalité des classes. Et il a commencé sa modélisation. Random forest, 400 arbres, max depth égale à 13. Bon, boum. Puis, XGBoost, XGB classified. Puis, CatBoost. Puis, LGB, ça c'est un autre modèle. Gradient boosting, NGBoost, NGB classifier. Et à la fin, il a pris les prédictions de tous ces modèles, il a commencé à mélanger comme ça au pif. Juste histoire de vous dire que si toi, tu prépares correctement tes données, si tu sais utiliser, c'est-à-dire appeler les méthodes ensemblistes, n'importe qui, hein, même quelqu'un qui n'a jamais fait du machine learning, il peut obtenir de bons résultats. Enfin, là, j'arrive pas à comprendre cette formule. Il a obtenu la deuxième place. Juste histoire de vous... enfin, je suis pas en train de critiquer la compétition, mais après, je sais pas qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Bref, c'est-à-dire il a pris les prédictions de XGBoost, il a mélangé ces prédictions avec CatBoost, avec l'algorithme LGB, ce sont des probabilités, il a additionné, il a divisé par 3, il a multiplié par 20%, il a ajouté les prédictions de Random Forest, il a multiplié par 10%, il a ajouté les prédictions de NGB, Natural Gradient Boosting, il a multiplié par 70%, donc 0,2, 0,1, 0,7, c'est 100%, il a multiplié tout ça par 0,75%, par 75%. En fait, il taille بكوجينه قاعد يطيب بيخلط طرف فاح طرف ملح طرف كوك enfin خلوط يخلط ويجلط. Malgré ça, il a obtenu quand même des résultats. Est-ce que ça c'est bon? Bien sûr, la partie finale, c'est du n'importe quoi. Hein. Il ne faut pas surtout faire ça. Par contre, la partie modélisation, bon, c'est à la limite correcte. La partie préparation des données, bon, je n'ai pas vérifié. Moi, j'ai pris l'exemple au pif. J'ai voulu juste prendre un exemple comme ça. Je suis parti sur GitHub. J'ai voulu juste vous montrer ce que font les gens avec ces méthodes ensemblistes sur Kaggle et sur GitHub. C'est quoi le vrai problème ici? Le vrai problème ici, c'est l'interprétation. C'est-à-dire, les méthodes ensemblistes vont te permettre d'avoir des résultats. OK. D'avoir des prédictions. D'accord. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais ce sont des boîtes noires. Tu ne sais pas pourquoi l'algorithme, il a fait cette prédiction. Bon, je vais donc
Je commence donc la dernière partie de notre séance d'aujourd'hui. Il est alors nécessaire d'évaluer l'apprentissage. Apparemment, depuis le début de ce module, je suis en train de vous larguer des méthodes et des algorithmes, enfin, data mining, machine learning, deep learning, recherche opérationnelle. Chaque technique possède ses propres algorithmes et modèles. Enfin, il y a 20 techniques par modèle. Et chaque modèle et chaque algorithme dispose d'un ensemble de paramètres et d'un autre ensemble d'hyperparamètres. Tout ça va nous pousser à poser plusieurs questions. Comment choisir le meilleur algorithme et le meilleur modèle? Comment choisir les meilleurs paramètres? Comment choisir les meilleurs hyperparamètres? Bon, un critère de choix, le but c'est de choisir un bon modèle. Mais j'ai une question. Qu'est-ce que ça veut dire un bon modèle? Donnez-moi la définition d'un bon modèle. Un bon modèle, c'est un modèle ayant un taux d'erreur faible pendant l'étape de généralisation. C'est-à-dire, quand toi, tu vas déployer ton modèle et tu commences à collecter des nouvelles données, un bon modèle, c'est un modèle qui ne se trompe pas sur les nouvelles données. Un bon modèle, c'est pas un bon modèle c'est pas un modèle qui donne des 100% pendant l'entraînement. Attention, hein. Ça c'est de l'overfitting. Un bon modèle, c'est un modèle qui fonctionne correctement pendant le déploiement. Voilà. Alors, l'évaluation des performances d'un algorithme est une étape indispensable avant son déploiement. Il est absolument nécessaire de savoir évaluer ces modèles sur le lot de données en évitant l'overfitting. Je vous rappelle, overfitting, c'est quand toi tu appliques le modèle sur les données d'entraînement, tu trouves 100%, tu appliques le modèle sur les données test, tu trouves 60% ou 50%. C'est-à-dire il y a une réduction drastique des performances. Question, quelle évaluation? Par rapport à quoi? Quand et comment? Il existe plusieurs critères d'évaluation. Tout d'abord, la compréhensibilité du modèle. Et ça, c'est hyper important. Faut que nos modèles soient des modèles interprétables. Il y a aussi la qualité du modèle sur des nouvelles données et la complexité du modèle. Ça sert à quoi de développer un modèle qui prend 3 jours pour s'entraîner? C'est-à-dire, toi, tu veux un modèle qui va donner le résultat tout de suite. Pas dans une semaine ou bien dans 3 jours. Ok. B, ok, je continue. Bon, allez, je commence par la compréhensibilité. Je vais commencer là par cette situation réelle. Imagine, hein, toi, tu analyses des données, tu rédiges un rapport, tu donnes ce rapport à ton chef, au décideur. Et lui, il va te poser cette question. Pourquoi devrais-je vous faire confiance? Oui, c'est une question légitime. Qu'est-ce qu'il pousse le décideur, le directeur général de l'entreprise, ou bien le PDG, à suivre tes analyses? Il va te poser une autre question. Êtes-vous sûr de vos prédictions? Bon, en finance, parfois on dit Are you sure about math? C'est-à-dire, est-ce que tu es sûr des maths, des mathématiques? Why should I trust you? En effet, le data mining, le machine learning, le deep learning, enfin, les sciences des données font partie de l'informatique décisionnelle. Cette informatique décisionnelle est une informatique à l'usage des décideurs et des dirigeants des entreprises. Donc toi, tu n'interviens pas pour prendre des décisions. Toi, tu interviens pour aider les dirigeants à la prise de cette décision. Ces décideurs ont besoin de quoi? Ont besoin en fait de comprendre la boîte noire. C'est-à-dire un décideur, si toi tu vas lui montrer ses résultats, voilà,
Enfin, les données sont faciles, hein. Tu peux cliquer, tu peux télécharger ces données, aucun souci. L'application de ces algorithmes, même enfin, en 4 lignes de code, tu peux installer ces algorithmes sur Google Colab. Google Colab. Enfin, c'est un service, c'est un cloud gratuit pendant 12 heures. Puis, tu finis par ces résultats. Est-ce que tu crois que le décideur, il va te croire? Non. Il va te dire, explique-moi les prédictions de XGBoost, de CatBoost, de la JBM. Voilà. Donc, le décideur veut vraiment comprendre le modèle. En effet, la compréhensibilité du modèle permet d'expliquer, de valider et d'améliorer. Allez, expliquer quoi? Expliquer l'explication des résultats du modèle permet de comprendre la causalité pour mieux l'exploiter. C'est-à-dire, toi, tu vas comprendre quelles sont les variables les plus pertinentes qui donnent ces résultats. La validation. Souvent, les data scientists ne sont pas des experts métiers, spécialement les débutants, hein, dans un domaine donné. Et je te pose une question. Est-ce que toi, tu es là, à t égale à 0, toi, techniquement, tu sais tourner des codes, tu sais analyser des données. Mais est-ce que tu es spécialiste, en fait, du recouvrement, par exemple, des crédits, ou bien du scoring d'un client en vue de l'octroi d'un crédit? Est-ce que tu es spécialiste, en fait, c'est-à-dire dans les médicaments, dans une entreprise pharmaceutique? Bien sûr que non. Est-ce que tu es médecin, toi? Non, tu n'es pas médecin. Même moi, je ne suis pas médecin. Il est alors nécessaire qu'un expert métier évalue la pertinence de l'expertise. En fait, nous, on est en train de rendre le modèle expert via les données. Notre expertise à nous, les data scientists, notre expertise sort à partir des données, via le modèle. Par contre, l'expert métier, son expertise vient d'une étude pendant des années, en fait, de son domaine métier, ou bien à partir d'une expérience. Alors, quand nous, on arrive à expliquer et à comprendre les modèles, on peut discuter avec l'expert métier. Donc, on peut valider nos résultats. C'est clair? Donc, un expert métier évalue la pertinence de l'expertise fournie par le modèle à partir des données. Attention, quand toi, tu vas analyser des données médicales, c'est pas toi qui vas prendre la décision, est-ce qu'on donne ce médicament ou pas au malade? Non, c'est le médecin. Eh ben, le médecin a besoin de comprendre, pas de comprendre le modèle. Le médecin ne va pas écrire avec toi du Python, hein, mais il va, ou bien du JavaScript. Le médecin, il va te demander quelles sont les variables les plus pertinentes. Il va discuter avec toi. Sinon, un modèle interprétable facilite l'intervention de l'expert métier pour ajuster les paramètres et les hyperparamètres. C'est-à-dire, un médecin, il va te dire non, tu ne touches pas à cette variable, non, cette variable doit varier entre 10 et 30, alors que toi, tu pensais que cette variable doit varier entre 0 et 1000. Donc, l'intervention de l'expert métier ne sera que bénéfique. Il faut discuter avec les gens, quoi. Alors, pourquoi il faut expliquer les modèles statistiques? Ben, cette explication nous permet de valider la robustesse des modèles, de ces modèles. Cette explication permet aussi d'automatiser la prise de décision. Automatiser la prise de décision. Bon, ça c'est par rapport à la régression. Je n'ai pas envie de passer à ça. Voilà, j'arrive ici. Allez, regardez. Qu'est-ce que ça veut dire un modèle interprétable? Là, j'ai divisé l'écran en fait le slide en deux parties. À gauche, vous allez trouver que le modèle, il a fait cette prédiction, c'est-à-dire il a prédit cette fleur comme cétosa. Donc, il a donné
la probabilité 1 à cétosa, 0 à versicolore et 0 à virginica. D'accord? Maintenant, pourquoi le modèle il a fait ce choix? Le modèle il a fait ce choix en se basant sur ces deux variables, c'est-à-dire la largeur des pétales et la longueur des pétales. Donc, il n'a pas utilisé d'autres variables. Ici, on comprend pourquoi le modèle a fait cette décision. Bon, par exemple, regardez, là, j'ai deux catégories, edible et poisonous. Enfin, ce sont deux classes. On remarque que le modèle, par exemple, il a fait cette classification. Il a dit que cette observation statistique appartient à cette classe. Ici, on arrive à comprendre ou bien à déterminer les variables qui aident cette décision. Odeur, stalk, sport, stalk, ainsi de suite. Par contre, l'autre variable est pertinente peut-être pour l'autre classe. Donc là, on comprend mieux. En fait, nous avons déjà commencé à faire ça. C'est-à-dire, quand nous, on trace, c'est-à-dire, quand nous, on trie les variables selon leur importance avec l'algorithme Random Forest, c'est un essai. Nous, on est en train d'essayer de comprendre le modèle Random Forest. Mais on veut améliorer notre compréhensibilité du modèle. Là, par exemple, quand tu donnes cette image à un algorithme de deep learning, on va commencer ça demain, ou bien machine learning, eh ben, il va te dire, il existe en fait un chien et un chat. Enfin, toi, tu as envie de savoir pourquoi l'algorithme il a fait cette classification. Pourquoi il a dit ça c'est un chien et ça c'est un chat. Quand toi tu appliques cette histoire d'explicabilité, il va te dire que le modèle s'est basé sur cette partie de l'image pour dire que ça c'est un chien. Maintenant, pourquoi il a fait la classification de cet objet, de cet animal comme chat? Car il s'est basé sur cette partie. Par exemple, là, je vous montre. Cette image contient un chien et un chat. À l'intérieur de l'algorithme, on voit que le modèle accorde beaucoup d'importance au nez du chien. Donc, à partir du nez du chien, on peut dire, tiens, il s'agit d'un chien. Enfin, comme je disais, hein, c'est un sujet vraiment chaud, mais heureusement, il existe il y a des frameworks en intelligence artificielle qui vient de sortir, c'est open source, et vous pouvez, c'est-à-dire installer, c'est simple, hein, il suffit de faire pip install lim, et tu peux utiliser ces modules. Hein. Par exemple, ici, ça c'est l'image d'un chien. Et bien, le modèle, enfin, on applique un modèle de classification, il nous dit qu'il s'agit d'un loup. On a envie de comprendre pourquoi cette classification. Tu appliques la compréhensibilité. On comprend, à l'aide de cette compréhensibilité, que le modèle s'est basé sur ces parties de l'image pour faire cette classification erronée. C'est-à-dire, lui, il a regardé ici la neige, le modèle, il a regardé la neige, il a pensé, le modèle, que cette image se trouve peut-être dans une forêt et il s'agit d'un loup. Bon, avant, je vous ai parlé, c'est-à-dire de cette dualité entre la précision et l'explicabilité. Donc, je vous ai dit que plus le modèle est interprétable, moins il est fort. Maintenant, il existe en fait une tendance où on veut passer de cette dualité précision contre explicabilité à précision et explicabilité. C'est-à-dire, on a envie d'avoir des modèles précis et explicables. Comment on fait? L'idée est simple. Hein. L'idée, techniquement, elle est simple. Concentrez-vous, vous allez comprendre. Je prends les données.
Ça, c'est la méthodologie IBM Master Plan. Donc, je commence par la compréhension du métier, approche analytique, data requirements, data collection, data understanding, data preparation. Bon, j'arrive au modèle, à la partie modélisation. Dans la partie modélisation, avant, qu'est-ce qu'on faisait avant? On prend les données, on les passe à un modèle, régression linéaire, régression multilinéaire, arbre de décision, je ne sais pas moi, K-means, a priori, et on sort des prédictions. Maintenant, la nouveauté, c'est que non, on prend les données, on les passe sur le modèle statistique et sur le modèle d'explicabilité. C'est quoi le modèle d'explicabilité? C'est l'un parmi ces 8 frameworks. Pour l'instant, hein, c'est 8. Alors, le modèle statistique va nous donner des prédictions. Le modèle d'explicabilité va nous donner des explications sur la prédiction. Voilà. Ça, c'est la nouvelle tendance en machine learning et même en deep learning. Par exemple, je prends le problème du désaxement des clients d'une banque. J'ai plusieurs, ou bien d'une entreprise, hein, c'est-à-dire on veut prédire est-ce que le client va quitter l'entreprise ou bien il va rester dans l'entreprise. J'ai plusieurs variables, hein, 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. Le modèle mathématique régression logistique, c'est un modèle qui n'est pas fort par rapport, relativement, hein, par rapport à la justesse, mais il est interprétable. Bon, c'est-à-dire la régression logistique pourra nous dire que cette variable est importante, plus importante que cette variable, ainsi de suite. Mais malheureusement, quand on regarde la côté performance, on voit que la régression logistique n'est pas vraiment très, très performante. J'ai à regarder la courbe ROC. C'est-à-dire, je n'obtiens pas, c'est-à-dire une courbe comme ça, c'est-à-dire une courbe qui croît rapidement et qui est un peu courbée, quoi. De toute manière, le seuil ici, c'est la courbe, c'est 0,5, c'est 50%. On passe à l'algorithme Random Forest, ensemble d'arbres. Cet algorithme nous permet d'avoir feature importances. Donc, il nous dit que cette variable est importante, puis on obtient un tri des variables selon leur importance. Maintenant, on regarde la performance de cet algorithme, on voit que la courbe ROC s'est améliorée. En fait, c'est-à-dire si je calcule la surface sous la courbe, je veux trouver un bon AUC. Bref, un AUC, regardez la surface sous la courbe ROC. Dans quel cas la surface est la plus grande? Dans le cas d'un algorithme Fourier aléatoire. Vous êtes d'accord? Ça, c'est régression logistique. C'est un algorithme de classification. Alors que ça, c'est Fourier aléatoire. Fourier aléatoire, côté performance, est plus performant. Ah, maintenant, je passe au modèle d'explicabilité. J'utilise par exemple Lime. Enfin, Lime se trouve ici. Hein. Lime se trouve dans le slide numéro 15. B. Je vous explique Lime. Donc, Lime, j'applique Lime sur les mêmes données. Lime me donne variable par variable. Quelle est la variable la plus pertinente qui va contribuer dans la rétention des clients? Retention, c'est-à-dire est-ce que le client va rester ou pas. Donc, il y a cette variable en bleu, cette variable avec cette probabilité, ainsi de suite. Alors que la variable jaune, c'est une variable qui contribue plutôt, pas à la rétention, mais plutôt à l'attrition, c'est-à-dire au fait que le client va quitter l'entreprise. On ne peut pas avoir ça avec l'algorithme Random Forest. Mais l'algorithme Lime permet de faire ça. C'est une nouvelle tendance. Vraiment, peut-être vous êtes chanceux. Hein. Je suis en train... là, ça fait 2 semaines que je viens d'avoir ces nouveaux modules. Et maintenant, tout le monde parle. Tout le monde en parle aux États-Unis et en Europe. Il y a aussi l'algorithme Shape. L'algorithme Shape permet aussi
d'expliquer les variables selon leur importance et même d'accorder des probabilités à chaque variable. On peut aussi regrouper les causes principales d'attrition avec Shape. Voilà. Donc, juste, je vous montre Lime Python. Bon, laissez-moi écrire Lime Python. Voilà. Voilà, c'est un. Ok, donc je vous envoie ça. Mais, regardez. Donc c'est simple, hein. Il suffit de faire pip install Lime. D'accord? Puis, tu peux, par exemple, appliquer cet algorithme afin de comprendre pourquoi les algorithmes de machine learning et deep learning ont fait ces prédictions. Maintenant, Shape, je vous envoie le lien de Shape Python. Voilà, Shape. En fait, Shape, là, sur la page officielle, on voit, qu'est-ce qu'on trouve à gauche? On trouve la boîte noire. C'est-à-dire, c'est un modèle compliqué. J'ai des variables à l'entrée, j'ai une sortie. Je regarde, maintenant j'applique Shape, je peux voir qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte. Et Shape, c'est simple pour installer Shape, tu fais pip install Shape. Et tu peux expliquer un algorithme comme XGBoost. XGBoost, c'est un algorithme très très performant. Hein. Et ben, on peut expliquer les résultats de XGBoost. Je vous conseille d'aller peut-être appliquer ces analyses sur les données de Boston. On peut aussi expliquer les boîtes noires de deep learning. Alors là, le deep learning, il n'y a que des boîtes noires dans le deep learning. Voilà. Bon, là, techniquement, j'ai fini. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions ou pas? Arrêtez l'enregistrement.